Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entamer, bien sûr, avec Marc Veil, et puis aussi entre nous, un débat. Peut-être d'abord en réagissant aux propos, et puis de voir quel est, vous, votre constat et vos propositions. Moi, je veux bien commencer peut-être par une première question, parce que j'avais, puis après monsieur, puis après vous demandez la parole, et je distribuerai le micro, vous vous présenterez le quartier où vous habitez, etc. J'avais entendu dire que la densification aussi avait pour objectif de conserver une population constante dans une ville, du fait des nouveaux modes de vie, notamment des divorces, etc. Et vous n'en avez pas Avant, en gros, parlé. Effectivement, l'accroissement de la population était strictement lié à l'accroissement des emplois. Maintenant, effectivement, ce qui compte le plus dans le fait qu'il faille des logements supplémentaires, c'est plus les emplois, mais c'est le vieillissement de la population. C'est le fait que les gens vivant plus vieux, puisqu'en fait, en moyenne, l'espérance de vie s'accroît d'un trimestre par an, le fait de ne pas libérer suffisamment tôt les logements, ça fait qu'il y a une liste d'attente derrière à population constante. Et l'autre aspect qui va avec, c'est les couples qui se fragmentent d'autant plus fréquemment. Et donc on a une demande en quelque sorte qui s'explique par des considérations beaucoup plus sociodémographiques que économiques. Ça produit une demande supplémentaire à celle que produit l'emploi. Mais cette demande supplémentaire, elle n'exige pas obligatoirement la densification. Il y a effectivement un autre problème qui va avec ça, c'est que même si les secteurs très denses ont une certaine réticence à continuer de densifier, les secteurs moins denses ont aussi la même résistance. La résistance, elle est générale. Et même à la limite, c'est peut-être les secteurs périurbains qui sont le plus à défendre en quelque sorte leur précaré. Par ailleurs, la densité, c'est un droit du propriétaire. La notion de COS, c'est quelque chose qui s'applique à la propriété. On est sur une sorte de conflit entre le droit du propriétaire et le droit de l'habitant. Bon, l'urbanisme, c'est un compromis entre ces deux choses-là. Oui, j'habite à la Villeneuve-Grenoble, juste en face où il y a eu la destruction du premier silo. Et dans le cadre de cette destruction, de temps en temps, arrivaient des gens avec des combinaisons blanches, ce qui signifie qu'il y a plein d'amiante. Et je suis étonné qu'on ne parle pas de ça. Même le journal municipal destiné à la Villeneuve parle des futures destructions en disant qu'il faudra beaucoup de temps parce qu'il y a de l'amiante. Alors, j'aimerais que quand on parle d'un quartier, on parle de tout. C'est-à-dire que les travailleurs qui sont exposés à l'amiante, les habitants qui sont exposés à l'amiante. On a parlé du gymnase de la piste où on fera faire des jardins, c'est bourré d'amiante. Pourquoi ne pas le dire? Ben voilà. Ce qui m'impressionne, c'est qu'on ne raisonne pas ce problème-là au niveau de l'agglomération et même au-delà de l'agglomération de Grenoble. On est ce que j'appelle, nous, le pot de chambre, on est une ville rare où on est complètement coincé entre nos montagnes, ce qui est à la fois un avantage de Grenoble et à la fois un inconvénient. Il y a un certain nombre de communes qui sont dans l'agglo. Bon. À la métro, il y a, je ne sais pas combien de communes, 27, 25 communes. Bon. Il faut qu'elles se coordonnent évidemment parce qu'elles n'ont pas les mêmes densités ni les mêmes stratégies de densification au niveau de l'ensemble de l'agglomération. Et au-delà, parce que la périurbanisation est quand même le cousin germain du problème de la densification urbaine. C'est-à-dire qu'en gros, derrière ça, c'est les transports urbains, le train-tram et toute une série de choses de ce type-là qui faciliteraient éventuellement, disons, la prise en compte d'un étalement de la population. Et donc finalement, il me semble qu'on ne raisonne pas globalement, il faut raisonner globalement pour raisonner l'ensemble de ce problème-là sur les transports, les emplois, l'ensemble des communes concernées, et pas seulement la ville de Grenoble qui ne représente pas grand-chose dans cet ensemble-là. Oui, moi j'avais une question. On a vu que la densification, enfin tout à l'heure vous nous avez expliqué que la densification ne suffisait pas à résoudre tous les problèmes, notamment par le prix des logements. Et je voulais mettre au débat ou avoir votre avis sur le fait que il y a des expériences où les collectivités restent propriétaires du foncier et où finalement le propriétaire n'achète que son appartement. Donc beaucoup moins cher du fait qu'il n'a pas eu à acquérir le foncier. Et du coup, après, derrière, ça permet à la collectivité d'avoir une maîtrise sur ce foncier et que si elle décide un jour
de remodeler complètement un quartier. Donc elle rachète les appartements aux gens et elle a ce projet-là. D'accord. Bon, pour la question de l'agglo, c'est clair, vous avez raison. C'est pour ça qu'il y a des schémas directeurs. Hein, c'est pour ça qu'en fait, avant de passer au PLU, avant de passer à la programmation d'habitat, puisque vous avez la compétence, ici vous avez la compétence urbanisme qui est communale. Il faut que je me rappelle, parce que c'est devenu tellement rare dans les grandes villes d'avoir la compétence urbanisme dans une commune. C'est pas pour autant, quand c'est l'intercommunal, que c'est résolu, parce qu'après il faut se bagarrer avec les autres communes. Mais on peut plus facilement trouver des solutions si on raisonne globalement et si effectivement on redéploie en quelque sorte les moyens. C'est un peu pour ça qu'on a inventé l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'historiquement, l'intercommunalité, c'était la commune centre qui avait les sous parce qu'il y avait les contribuables et la périphérie qui avait les terrains et qui n'avait pas les contribuables. Donc ça faisait qu'on pouvait construire à l'extérieur avec les sous des contribuables du centre. Bon, c'est la mise en commun des moyens. C'est aussi le partage de la densité, si je puis dire, et le partage du transport. Bon. Ça existe certainement chez vous. Ceci, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un jeu qui politiquement est très compliqué, puisque la défense vis-à-vis de la densification, elle est peut-être la plus forte, là où c'est le moins dense. La première couronne du périurbain, je peux vous dire que là, c'est des solides. Et c'est normal, ils ont quelque chose à défendre, qui est le fait d'être en petit nombre. Et c'est pour ça qu'il faut aussi contractualiser. Puisqu'on est solidaire et qu'on a des intérêts communs, et partiellement contradictoire, partiellement concurrent, ce qui se fait de plus en plus, et vous êtes un des lieux qui a lancé en quelque sorte cette notion de contractualisation avec le contrat d'axe. C'est une démarche qui se répand, mais qui n'existe pas, à ma connaissance, dans beaucoup d'endroits, entre les secteurs périurbains proches et les agglomérations. Mais c'est ça l'avenir. Parce qu'un jour ou l'autre, ils auront des problèmes avec l'énergie. Donc ils auront besoin de la solidarité des zones denses. Deuxième question, pardon. Propriétaire du foncier, c'est évident que c'est une bonne solution. Et les Hollandais l'ont mis en œuvre depuis très longtemps parce qu'ils ont une autre histoire que la nôtre. Ceci dit, ça coûte très cher. Ça suppose une immobilisation financière et c'est vrai qu'on l'a faite pendant un certain temps, dans les années 70, quand on était dans la grande phase d'extension, après qu'on baisse les bras. L'action foncière, en général, je ne sais pas à Grenoble ce qui s'est passé dans le détail, à ce moment-là, en général, ralentit, et les réserves foncières des collectivités, en France au moins, dans beaucoup de villes, pas toutes, en général, on faiblit. Et c'est pour ça que maintenant, on fait foutre de bois avec, à défaut de réserve foncière, avec les terrains publics non occupés, qui sont d'autant plus intéressants qu'on n'a plus les réserves foncières. Donc, on peut y arriver, mais il faudra d'autres moyens que cela. C'est pas uniquement les acquisitions foncières qui vont permettre de trouver la réponse à tout, même si ces réserves foncières sont en proche périphérie. Il faudra vraisemblablement, à mon avis, des mesures fiscales, dans le sens de pouvoir alimenter, en quelque sorte, l'action publique. Oui, une remarque. Alors, j'ai la chance d'habiter à l'Abbaye et de travailler quasiment à la Villeneuve, à Vigny-Musset. J'ai l'impression que dans vos arguments, on peut trouver beaucoup de choses pour justifier une jonction rapide entre l'esplanade et la Zierst-Mélancrole. Par exemple, un tunnel sous la Bastille. Et on est en train de focaliser sur le logement, c'est très très important. J'ai tout de même l'impression que dans le 3800, qui n'est pas le 38, 000, ce qui est en train de disparaître, c'est énormément les emplois. Parce qu'on est en train d'araser, parce que les entreprises décident à chacune au mieux de leurs intérêts, on est en train d'araser l'emploi globalement en France, mais aussi beaucoup dans cette zone. Et du coup, les gens qui habitent dans cette zone se retrouvent à prendre leur voiture et à partir à 15 km en dehors. Et ça fait une démultiplication où on parle que de logement, sans voir que ces grosses zones de gros entrepôts qu'on a vus dans un des quartiers concernés, ou d'usines qui ont disparu il y a maintenant 10 ans, avaient des milliers d'emplois. Donc les gens pouvaient travailler assez à proximité, enfin loger et travailler à proximité.
Et là, vraiment, tout le monde bouge dans tous les sens. J'ai pas de réponse. Il y a certainement des gens dans la salle qui les ont. Moi, je connais pas beaucoup de villes où la partie centrale a moins d'emplois que d'actifs. Hein. Il y a eu une période, Marseille, qui était après la colonisation, qui était dans cette situation-là. Je pense que, je ne sais pas si l'excédent d'emploi chez vous est élevé, je ne sais plus, je suis à l'époque, mais je pense qu'il y a encore un excédent. Les chiffres, c'est 1,35 emplois pour un actif. Les derniers chiffres qui ont été donnés pour Grenoble. Ah bon? D'accord. J'ai 3 questions rapides sur votre exposé, sur votre histoire de jeu de cubes, de densité. Vous avez complètement évacué l'imaginaire social et je crois que 70% de la population, quand on leur pose la question, rêve que d'une chose, d'avoir une villa. Il y aura un jour un conflit entre le discours des élus et des technocrates et l'imaginaire social de la population. Deuxième question, c'est sur le prix. Vous dites, la solution c'est de subventionner les gens. Et en fait, moi, ce qu'il me semble, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Déjà, c'est le prêt à taux zéro. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que le prêt à taux zéro, il se répercute immédiatement l'augmentation des prix. Et troisième question, vous parlez de vitesse sur les transports, vous parlez de vitesse et de densité. Il y a un paramètre dont vous n'avez pas du tout parlé, c'est le prix. On peut imaginer que l'augmentation du prix de l'essence réglera la question entre vitesse et densité, où il y aurait une solution éventuelle qui serait plus de l'ordre de la décision politique, qui serait éventuellement le péage urbain. Dans beaucoup de villes, que finalement la densité allait signifier précarité via la généralisation d'un locatif qui perdrait en attractivité ou en code social, c'est pas vrai. Vous allez à Paris, les quartiers chics, ils sont denses. Hein. Donc en fait, le phénomène est très compliqué. Et là aussi, c'est fonction aussi des individus et de leur culture, de leur itinéraire, de leur vécu, de leur enfance. Le rapport à la ville, c'est quelque chose de compliqué. Le ressenti de la ville comme oppressant ou stimulant. Les quartiers denses ne sont pas foutus. C'est des aides, prêt à taux zéro pour ceux qui ne savent pas. C'est l'aide, effectivement, principale qu'apporte l'État pour l'accession à la propriété. Contrairement à ce qui existait avant. Avant, les aides de l'État, au travers des PAP et tout ça, étaient fléchées. Maintenant que le PDZ concerne n'importe quel espace, eh bien, il va essentiellement, effectivement, abonder le phénomène de périurbanisation. Un des problèmes de la réforme du financement du logement, c'est que les aides à l'accession soient proportionnées en quelque sorte au prix ou à la rente, hein, et qu'on n'ait pas cette pseudo-égalité qui, en définitive, provoque l'émiettement périurbain. Donc il y a vraiment un problème de maîtrise, en quelque sorte, au travers du financement du logement, des formes urbaines. Dernier point, le péage urbain. Le péage urbain, enfin, par rapport à la question du pétrole, par rapport à la question de l'effet de serre, par rapport au fait qu'il ne faut pas donner le même niveau de service pour les activités qui ont une finalité économique par rapport à une finalité aller à son travail, même ce qui n'implique pas de tout densifier, c'est ce qui peut se faire avec la maison individuelle. On devrait, dans le futur, avoir une autre politique de transport qui ira vers moins de vitesse et probablement le péage urbain. Ceci dit, ça ne va pas être rapide, il faudra un coup, il faudra beaucoup de volonté, il faudra surtout des circonstances, et les circonstances, c'est le risque d'une accélération forte du prix du pétrole, qui à ce moment-là provoquera l'effondrement du marché foncier immobilier lointain, et la mise en place de mécanismes de solidarité, parce que les gens, ils seront piégés, ils auront un coût de transport, et ils pourront reprendre leur logement. Donc il va falloir trouver, là encore, un mécanisme de solidarité entre la zone dense et la zone pas dense.